Donc break, voilà. Donc c'est un cadastre de 1840, hein, ce qu'on appelle le cadastre napoléonien. Donc j'ai regardé un peu, bon, l'idée était arrivée pendant la Révolution, hein, et puis une loi en 1807 et un cadastre type de 1802, et après la réalisation, ça s'était étalé après. Hein. Donc oui, je précise, je ne suis pas historien, mais du tout. Donc mon regard sera plus celui des linguistes, même si je ne suis pas linguiste non plus. Je suis, enseignant. Un linguiste mathématicien ou un mathématicien linguiste. Et donc voilà. Qu'est-ce que c'est le cadastre de Breck, hein, c'est un exemple. Donc c'est une matrice d'environ, c'est-à-dire la liste des parcelles avec leur numéro à chaque fois. On aura un aperçu hein, de 10 000 lignes, hein, un peu plus de 10 000 lignes. Mais forcément, là je compte aussi les territoires qui sont devenus alréens depuis. Et donc, forcément, il y a beaucoup de noms qui reviennent. Donc, du coup, on est en dessous de 3000 pour les noms différents. Et encore, je dirais même la moitié de ça, quoi, 1500. Ça reste intéressant quand même, on va voir. Et ce n'est pas seulement... L'intérêt n'est pas seulement dans les noms différents, même si c'était ma première approche quand j'ai découvert cela, mais aussi dans leur répartition sur l'espace. Et la grande partie de ce que je vais vous montrer ici, ce sera des cartes avec des noms. Et donc, oui, le cadastre se compose ça a été subdivisé en 15 sections sur Breck, hein, donc il y a tous les... Je ne vais pas les énumérer là, ils sont devant vos yeux, là. Et avec des sous-sections derrière. Quoi. Et grâce aux numéros de section, de sous-section et des numéros de parcelle, on peut retrouver le nom de la parcelle et le mettre sur la carte. Donc je vais vous montrer un peu comment ça se fait. Donc je vais parler brièvement plutôt du travail de saisie. Donc moi, parce que ce que j'avais fait, c'était... en fait, quand j'ai préparé la conférence, je me demandais, tiens, quand est-ce que j'avais fait ce travail-là? Et j'ai retrouvé un document des archives à Vannes, une carte de lecteur, et en fait c'était en 2002. Donc j'avais copié à la main comme ça les noms des parcelles avec les numéros. Alors c'est incomplet en fait parce qu'il n'y a pas tout. Il y a le nom un numéro qui correspond au propriétaire, il y a le numéro d'ordre de la parcelle, mais en fait il y avait d'autres renseignements, qui par exemple, surtout les surfaces que je n'ai pas retranscrits. Parce que c'est vrai que à l'époque j'étais vraiment dans l'idée des noms, quoi. J'étais en plein apprentissage de la langue bretonne et tout ça. J'étais vraiment intéressé par les noms. Et on verra après que maintenant, de plus en plus, j'ai envie de mettre ça sur des cartes. Et donc voilà. Et après, comme j'avais pas encore découvert l'informatique à ce moment-là, du coup, j'avais tout fait à la main. Et du coup, après, j'ai passé quelques petits temps à remettre ça dans un fichier Excel. Bon, c'est la même chose, hein, exactement la même chose. Et donc après, notamment pour cette conférence, mais avant aussi, j'ai commencé un peu, c'est sur le site des archives départementales, on peut accéder au cadastre napoléonien. Donc c'est je n'ai pas mis tout le cheminement, mais c'est facile à trouver, hein, c'est une section qui s'appelle cadastre, où on peut trouver l'ancien et l'actuel. Et donc voilà, quand on rentre dans une commune, on a cette sorte de liste, avec les sections, voilà, toute la section, les numéros des parcelles qui sont sur telle ou telle carte. Et ensuite, quand on clique sur le petit œil qui est ici, là, sur le bord, et on a accès à une carte, voilà, qui est bien faite parce qu'on peut zoomer et dézoomer. Et quand on zoome, la précision de la carte s'accentue, quoi. Là, elle diminue la précision de la carte, en l'occurrence. Mais voilà. Donc, quand on peut zoomer, et c'est très utile quand on veut mettre les noms après, donc, on peut zoomer par exemple comme ça. Alors là, on ne voit pas les... Sur mon ordinateur, je vois un peu les numéros, mais pas trop ici. Donc, on peut voir, on peut identifier un numéro de parcelle, ici, ici. Et donc, ensuite, alors moi, ce que je fais, après, il y a d'autres façons de le faire, mais tel que j'ai fait là pour ce que vous allez voir, c'est je prends une copie d'écran
Et ensuite, avec le logiciel Paint, je mets à la main, si on veut, des noms. Et donc on voit un peu, c'est assez spectaculaire ce que ça peut. On a ça d'abord. Bon, c'est intéressant, on voit la façon dont le territoire est découpé, les parcelles, tout ça, c'est intéressant d'une façon, mais avec les noms, il y a une dimension en plus qui s'inscrit. Et donc, alors je ne vais pas tout détailler ce qu'il y a ici, ça c'est juste une illustration du travail, mais dans le développement de ce que je vais dire, je ferai appel à plusieurs cartes. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai pas... c'est un peu une idée que j'ai eue en faisant cette conférence, c'est-à-dire de faire ça sur toute la commune. Et pour l'instant, je n'ai pas encore fait ça sur toute la commune, donc les cartes que vous allez voir sont surtout du côté, entre le bourg de Brec et Trevoux, parce qu'il y a eu une promenade toponymique il n'y a pas longtemps, et donc j'ai travaillé sur cette section-là du territoire. Et aussi, il y aura des cartes du côté de Tréavrec, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai choisi Tréavrec, mais voilà. Donc ce sera surtout quelques éléments. Alors à Saint-Dégand aussi, j'ai travaillé un peu sur Saint-Dégand aussi avec l'écomusée pour préparer des cartes de l'écomusée. Mais donc ça sera une partie du territoire de Brec qui servira ici d'illustration à plutôt une problématique plus générale, sur l'intérêt de qu'est-ce qu'on peut trouver dans le cadastre et que voilà, l'intérêt de. Et alors il y aura plus de questions, ce que je me dis. Il y aura davantage de questions que de réponses dans mon développement, quoi. Parce que je n'ai pas toutes les réponses et en plus c'est l'intérêt, c'est ça, de voir que tout le potentiel en fait. Alors la première question qui est une des où il y a le moins de réponses en fait, c'est qui était. Parce que forcément quand on regarde ces documents qui sont faits à la main, les matrices cadastrales, les cartes, tout ça, c'est un travail à la main, forcément on s'interroge sur l'identité, enfin comment ça s'est passé, quoi. Et donc il y a très peu de renseignements. Il y a, par exemple, Gilles Goya, dans son travail sur Plauzevet, a exploré un peu les arrêtés, enfin les documents officiels. Et donc dans les documents officiels, préfectoraux, tout ça, on peut avoir la liste de ceux qui ont fait le travail, des géomètres, quoi. Mais on n'a pas tous les renseignements, dit Dixit Gilles Goya, on n'a pas tous les renseignements sur, par exemple, les informateurs, qui est-ce qu'ils sont allés voir, comment ça s'est passé, les documents intermédiaires, parce que le document final, il est très propre, c'est écrit, c'est superbement dactylographié, tout ça. Mais, oui, pas dactylographié, justement, calligraphié, voilà. Et donc, mais on n'a pas tous les documents intermédiaires, comment ils ont travaillé concrètement, voilà. On n'a pas d'enregistrement. Donc la fiabilité d'un renseignement, bon, on va voir, on va essayer déjà de voir un aperçu sur, alors ici on est du côté de Carwarn, à Brec encore, mais du côté sur le bord du Loch là. Et donc déjà ce qu'on peut voir c'est que les noms, globalement, la plupart des noms sont proches du parler breton actuel finalement, par Quedaveleur, Lanner Rose, Parkevender, si on les lit comme ça, bon, la plupart sont intelligibles. Et donc là, ça c'est une différence avec les noms de communes par exemple, ou les noms de rivières, les noms de montagnes, de collines. C'est que, grosso modo, un grand nombre d'entre eux sont relativement intelligibles pour des bretonnants maintenant. Et donc on voit qu'il y a une certaine graphie, mais qui n'est pas si éloignée de la graphie de ce temps-là, enfin dans les ouvrages en breton de ce temps-là. Hein, les ouvrages de Marion par exemple, bon, c'est un peu le même genre de, par exemple, le Quedaveleur, ici, la façon de faire les E, le son E. Et donc c'est relativement fidèle, on dirait, par rapport au parler de la région. Alors il y a quelques différences de graphie, hein, on ne sait pas trop pourquoi. Manéhrouet, bon, deux graphies différentes, voilà, mais
Est-ce que, alors on ne sait pas trop non plus, moi c'est quelque chose que je n'ai pas pu savoir, c'est le nombre de transcripteurs différents, quoi. Est-ce que la différence de graphie vient de deux scripteurs différents, ou le même qui a changé parce que, pour une raison X ou Y, on ne sait pas. Et d'un autre côté, il y a des petites choses qui nous posent un peu question, par exemple le parc à gauche, la parc Braden. Si on est vraiment tout à fait dans le breton actuel de la fin du XXe siècle, début XXIe, bon, on aurait pu avoir Parker Brahen, où le D peut disparaître, enfin souvent disparaît dans le parler de Breck et la région autour. Et donc, mais là, le D est là, donc est-ce que c'est parce que soit parce qu'on l'entendait à ce niveau-là, mais soit parce que le transcripteur a une certaine connaissance du breton écrit aussi, peut-être ça aussi, enfin, difficile à savoir. Alors, il y a certaines variantes graphiques qui sont peut-être issues de formes anciennes ou d'une connaissance des formes anciennes en tout cas. C'est notamment, surtout l'histoire de Liors et Lior. Hein, on sait que dans la région ici, la forme orale, c'est Lior. Mais on trouve beaucoup, c'est aussi une question, alors je n'ai pas tout à fait la réponse, hein, mais dans le cadastre, on trouve beaucoup à Breck, je dirais pas moitié-moitié, mais c'est quand même pas loin, des Liors et des Lior. Alors pourquoi bonne question. Est-ce que parce que peut-être certains transcripteurs ont vu des formes en Liors ailleurs, aussi en Bretagne? Je ne sais pas, mais en tout cas, bon, ça y est, voilà, c'est juste qu'on constate qu'il y a des Liors et des Lior. Alors, bon, on peut se demander si parfois il n'y a pas eu des erreurs de transcription, hein, parce que selon la connaissance qu'a le transcripteur du breton, est-ce que il peut y avoir, c'est un peu difficile à détecter parce que il peut y en avoir dans des noms, il y a quelques noms qu'on ne comprend pas aussi, hein, parmi tous ces noms-là, il y a quelques noms qu'on ne comprend pas, et là on ne peut pas savoir s'il y a des erreurs. Alors j'ai essayé d'en trouver quelques-unes, mais c'est assez compliqué, hein. Par exemple, dans Ergichten, alors est-ce que, alors Kichten, bon, c'est les Kestein, des châtaigniers, quoi. Alors on voit par ailleurs le nom Kichten des châtaigniers ici, dans le verger de Kichten. Et là, en théorie, Kichten, on ne devrait pas avoir Ergichten, mais Ergichten, les châtaigniers, quoi. Alors, après, pour un châtaignier, on devrait avoir Ergichtenen, plutôt. Mais est-ce que c'est pas une façon de prononcer le singulier aussi? Bon, ça c'est un peu... avant de dire que c'est une erreur, il faut voir à deux fois, quoi. Alors j'ai un autre exemple ici. Alors, de Park, enfin, tel que c'est écrit ici. Alors il y a deux choses qu'on devrait entendre dans le... Alors une des choses, c'est dans le breton de la région ici, c'est très en Neubark. Il y a, dans le breton de la région, on dit plutôt Neuve. Hein, le D ici devient un N, quoi. Neubark. Et c'est surtout ici que dans le breton de la région et dans le breton en général, dans toute la région, dans toute la Basse-Bretagne, on devrait dire Neubark. Mais après, bon, alors généralement les mutations, ces mutations, on n'est pas comme dans le moyen breton où on ne les écrivait pas. Hein. En général, dans le cadastre, le transcripteur écrit tel qu'il a entendu, donc je ne sais pas s'il avait conscience que c'était des mutations ou pas, mais généralement, on n'a pas trop d'exemples ici à part manière chouette, mais généralement les mutations, les changements de consonnes comme ça en breton, sont écrits. Et pas là, quoi, pas les traits de notre barque. Bon. Il y a quelques petites choses comme ça. Et donc, c'est une des choses qui m'intéressait quand j'ai transcrit et qui peut être tirée de ce cadastre, hein, c'est une source de vocabulaire. Alors, vocabulaire une grande partie qui est connue, mais pas forcément tout. Et la précision du vocabulaire.
Et donc le vocabulaire, si on veut, qu'on pourrait dire en action, quoi, entre guillemets, parce qu'on les voit sur une carte ici. Et donc ici, par exemple, bon, j'ai pris, je cherche un exemple, mais ici sur le Tréavrec, là, on a quand même pas mal de vocabulaire, donc raquer, donc l'entrée de village, l'air à battre, forme, enfin gore-forme en l'occurrence, hein, le four, qu'on trouve ici d'ailleurs, leur forme. L'amnec, un champ de lande. Alors Stang, alors ici, ça peut être une vallée, ça peut être un étang, je ne sais pas trop ici. Lior, ou Lior, Coire, il y a une culture, le Coire, le chanvre, Prat, un pré, Mané, une hauteur, un parc, un champ cultivé. Donc il y a quand même sur cette petite, là c'est un exemple, hein, il y a quand même pas mal de vocabulaire sur cette petite. Il y a un niwar aussi. On en a parlé un peu tout à l'heure, enfin on a vu ça sur le diaporama tout à l'heure de mon prédécesseur. Ouais, le chemin creux. Hein. Un niwar, le chemin creux. Donc on a pas mal de vocabulaire comme ça. Et alors on va voir. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est plutôt pour montrer le potentiel de tout ça. Et par exemple, on voit aussi qu'il y a des précisions supplémentaires par rapport déjà aux noms élémentaires, les noms des parcelles. Donc, par exemple, la Flouraine. Flouraine, c'est une prairie en fond de vallée, souvent une prairie humide, constamment humide, et une prairie de regain où on peut avoir l'herbe pousse bien, on peut avoir plusieurs coupes d'herbe pendant l'année. Et donc ici, par exemple, on a Flouraine Ivélan, la plus basse, et Flouraine Isélan, la plus haute. Voilà. Il va falloir que je refasse mes classes. Donc Flouraine Ivélan, la plus haute, et Flouraine Isélan, la plus basse. Alors c'est souvent les mêmes adjectifs qui reviennent. Il y a par exemple Billan et Brasse. Alors parc Billan, parc Brasse. Et là la même chose mais avec donc le grand champ, le petit champ. Et alors Warem Vian, la petite Garenne, et alors Warem Vras. Donc là on a une forme justement, je parlais des mutations avant, on voit qu'ici la mutation est respectée. Et donc ça apporte des précisions supplémentaires. Et c'est souvent intéressant de constater voilà, ces choses-là. Et il y a des précisions par rapport à la position des choses. Polidjeul, Tal, Bourgaoulek, à côté de Bourgaoulek, de Botergolek, si on veut. Il y a aussi ici, par exemple, Dor, Manéarrouet, contre, si on veut, qui touche Manéarrouet. Donc il y a des précisions dans les adjectifs et aussi dans les positions respectives des parcelles entre elles, par rapport à des points de repère. Et il y a de temps en temps, on trouve des choses qui, moi, me plaisent beaucoup, c'est des précisions assez évocatrices et précises, concrètes, quoi, des endroits. Par exemple, Bek, Toulad, Urmar. Urmar, c'est un champ, a priori un champ écobué, un champ qui a été défriché et écobué. Et Toulad, c'est dans le breton ici, c'est l'entrée d'un champ. Et donc on a ici Bek Toulad Urmar, le bout, ou le débouché de l'entrée du champ Urmar, quoi. Ce qu'on voit vraiment sur la carte comme ça, quoi. Donc c'est assez presque émouvant de voir un endroit aussi précisément décrit, quoi. Alors j'ai deux ou trois autres exemples ici. Quelque chose de très parlant, c'est Nantir-Gare. La moitié de haie ici, plutôt haie arborée, hein, c'est pas cleux, mais plutôt les arbres. Nantir-Gare, la moitié de haie, bon là on voit très bien, c'est bon, parlant, quoi, mais c'est pas toujours comme ça. Et encore un troisième exemple, c'est ici un Lior, un Trihorn. Un Trihorn, par exemple, c'est un nom que les enfants en école en breton, en école d'Ivoire, en école bilingue, voient quand ils voient la géométrie, c'est le triangle. Et donc on voit que c'est dans un endroit, dans un croisement ici, un ruissel d'ailleurs. Et donc on voit très bien, on voit le nom et on voit la forme en même temps, donc c'est une précision qui tient à la forme de la parcelle. Alors il y a plein d'autres choses autour, mais je parlerai de certaines dans d'autres diapositives.
Alors, il y a une question qui apparaît, c'est par exemple, il y a certains noms qui sont assez connus, en tout cas des étonnants de la région, qui sont nés, qui ont été élevés avant la Deuxième Guerre mondiale. Bon, c'est un nom qui est bien connu et qui apparaît dans certains endroits, mais pas ailleurs. Par exemple, le seul exemple d'ailleurs que j'ai pris, je crois, c'est ici Répire. Répire. Alors, on trouve deux définitions de Répire quand on regarde dans le dictionnaire. C'est soit la cour de la ferme, Répire, et ça peut être aussi une issue de village, enfin, le débouché du village, ou l'entrée un peu, si on veut. Donc là, on a ça ici, Répire. Mais quand on regarde sur la globalité, alors j'ai regardé un peu vite fait, mais quand on regarde sur la totalité du cadastre de Brech, on ne trouve pas ça, le nom utilisé, enfin mis pour une parcelle, on ne trouve pas ça dans tous les villages de Brech, dans tous les hameaux de Brech. Et pourtant, le mot est connu, le mot pourrait s'appliquer dans tous les hameaux, si on veut. Il y a une cour, il y a des débouchés dans tous les hameaux, il y a une cour au milieu des maisons, dans toutes les fermes ou les hameaux de Brech. Mais le nom apparaît que dans certains d'entre eux. Alors, est-ce qu'ils sont plus remarquables que d'autres? Je sais pas, bon, c'est une question aussi. Les questions peuvent amener à des découvertes éventuelles. Alors j'ai dit que j'ai montré quelques exemples de précision, de choses assez intéressantes. Et il y a aussi des imprécisions. Alors, dans le cadastre tel qu'on l'a sous nos yeux, quoi. Après, ça ne veut pas dire forcément que les imprécisions étaient dans la bouche des informateurs. Mais il y a quelques exemples, par exemple ici, il y a des noms qui, au lieu d'être... On est sur le même endroit tout à l'heure, hein, à côté du bourg de Brech, là. Le bourg est là. Donc là, on a Manet-Mérian. Il y a certaines parcelles qui, au lieu de s'appliquer comme Lior-Triorn, tout autour, il n'y a que celle-ci qui s'appelle Lior-Triorn à cause de sa forme, tout ça. Alors que par ailleurs, il y a Manet-Mérian, il y a plein de parcelles dans le même endroit, dans la même zone, tout ça, qui s'appellent Manet-Mérian. Alors que j'ai entendu aussi Manet-Marian de la bouche de Jeanne Furou, par exemple. Et donc, un nom que d'ailleurs je ne sais pas trop ce qu'il y a derrière, peut-être un nom de personne, je sais pas. Mais Fourmi? Ah peut-être, mais je sais pas. Peut-être. Myriam. Ouais. Alors c'est un nom, on voit que ça s'applique à une grande zone avec plusieurs parcelles, et probablement que dans la bouche des gens qui, à cette époque-là, cultivaient ces terres-là, se déplaçaient, ou pas forcément cultivaient, parce que c'est peut-être des landes, mais se déplaçaient autour de ces terres-là, il y avait sans doute des petits adjectifs en plus, ou des précisions en plus pour dire, parce que pour dire à quelqu'un, par exemple, d'aller défricher ou d'aller chercher du bois dans tel ou tel endroit, il fallait qu'il sache vraiment où aller. Donc il y a sûrement Manet-Mérian, Cocheté, Orperlen, je sais pas, mais qui n'ont pas été transcrits sur le cadastre. Dans d'autres endroits du cadastre, de la matrice, on peut trouver le nom générique, comme ici Manet-Mérian, et on peut trouver derrière une parenthèse qui précise une chose en plus, hein, par exemple Arper-Braz, Arper-Bihan, voilà. Et donc du côté au-delà du bourg de Brech, entre bourg de Brech et Kerouan, il y a aussi la même chose qui se passe avec Rorpener, c'est-à-dire le vieux village, le vieux bout de village. Et donc là, il y a plusieurs champs aussi qui s'appellent, ou parcelles, qui ont le même nom comme ça. Donc c'est pas toujours précis, tel qu'on voit sur le cadastre en tout cas. Et il y a quelque chose de assez rigolo aussi, c'est parc. Bon, c'est un champ. C'est comment il s'appelle ce champ-là? Un champ. Bon, en général, c'est assez minoritaire quand même, en général, il y a toujours une petite précision quand même. Alors, le cadastre sur lequel on voit, là, ça nous montre, nous donne pas mal d'indications sur la structuration de la campagne, sur l'utilisation des terres. Alors, par exemple, ici, j'ai pris un exemple à Tréavrec, hein, on revient sur le même endroit encore. Et donc, c'est des précisions intéressantes au niveau historique, mais pas que finalement, parce que avec les réflexions, actuellement tout ça, c'est intéressant aussi de voir comment les anciens structuraient
parce que c'est pas complètement au hasard, quoi. Il y a toujours une logique, il y a toujours des... par exemple, alors l'air, alors il y a toute une structuration hein, qui va du village lui-même, avec les endroits les plus proches, alors l'air, donc l'air à battre, jardin, plutôt, jardin a priori plus d'agrément que Lior, par rapport à Lior, mais en cette époque-ci, je pense que c'était quand même cultivé. Alors Lior, jardin, et ça on voit beaucoup ça autour des... Alors Lior Ardranti, derrière la maison, donc ça nous donne, sur le terrain on constaterait sûrement que l'entrée de la maison est par là. Alors Lior Quar, jardin à chanvre, Lior Yaut, jardin à herbe, sans doute pour faire du foin. Alors Raker, donc l'entrée le front de village, Flouren, donc la prairie humide, comme je disais tout à l'heure. Il y a tout, par Roncette, hein, le champ, enfin le pré plutôt pour les chevaux, bon, il y a toute une structuration comme ça, autour d'un village, qu'on peut étudier, voilà, grâce à ce cadastre. Et après, généralement, quand on va plus loin, des landes, ou, enfin, quand je parlerai un peu plus tard des mots qui sont ici, des petites lettres là, qui se situent ici. Et donc un autre exemple ici, c'est le bourg de Brec. Donc on trouve aussi, il y a beaucoup de maisons hein, avec des descriptions, des petites abréviations pour dire quel genre de bâtiment on trouve, mais il y a aussi des précisions sur les jardins différents avec leurs utilisations, comme Lior Giaut, un jardin à herbe, Lior Quar à chanvre, Lior Pouze à paille. Alors qu'est-ce que ça recouvre exactement? Et alors jardin, Lior Kaul, intéressant, on ne trouve pas ça partout dans le cadastre, même si sans doute il y en avait partout, mais le jardin à choux. Souvent les plus petites parcelles qu'on trouve dans le cadastre, c'est souvent les Lior Kaul, c'est tout petit, auprès des maisons, vraiment plus près. Et encore quelques-uns encore, alors Verger par exemple, ici. Donc on voit un peu ici la structuration de l'espace autour des habitations. C'est souvent très intéressant. Ah oui, il y a Lior Pépin, le sorte de pépinière si on veut. Mais... Ouais. Après, je ne suis pas non plus un spécialiste de l'agronomie ou de l'histoire de... Et donc il y a aussi, toujours dans la structuration, il y a entre Raker et Ardranker, il y a aussi des champs qui s'appellent Ardranker. Donc derrière le village, alors est-ce que ça peut être derrière celui-ci, Petit Tréavrec, ici, Tréavrec-Villan. Ça peut être aussi Ardran, alors ici en dessous il y a le Grand Tréavrec. Alors ça, ce serait plutôt sur le terrain. À quoi ça se réfère? Ça se réfère à celui-ci ou à celui-là. Ça, c'est encore comment ça se répartit dans l'espace. Alors, on a des renseignements sur les cultures, même si c'est pas tout le temps, souvent c'est parc. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais de temps en temps, on a des renseignements. Par exemple, parc Duiner, le jardin à Froment, ou le champ à Froment, on n'a pas trop ça. Mais, alors, on a Laneuve des Landes, des Vajons ou des Landes, Burlu, les digitales, Belaneuve, les Genêts. Alors, même si Bolan, on peut. Alors, pourquoi j'ai mis un point d'interrogation? Parce que c'est sans doute les Genêts aussi, mais Bolan, ça pourrait, tel qu'on entend comme ça peut être un Bolan, un buisson de langue aussi. Donc, bon, là, c'est sans doute Genêts. Mais... Alors, Pirégui, les poiriers, quoi, l'endroit à poirier, quoi, la Pirée, je crois, si on peut dire ça comme ça. Alors, les noms portent parfois des traces du temps, parce qu'on se demande toujours avec le cadastre, est-ce que... Alors, c'est une photographie un peu d'un certain moment, l'informateur dit, tiens, ça s'appelle comme ci, mais est-ce que c'est un nom qui est donné maintenant, mais qui se réfère peut-être à une réalité qui n'existe plus, ou une réalité changeante aussi, donc on se demande. Par exemple, ici, toujours à Tréavrec, là, il y a des Gorforn, Gorlanek, peut-être Gorverne, sans doute Gorverne, je m'arrête, je sais pas, à voir. Mais... Alors, Prat, le vieux champ, bien le champ délabré, comment dire, pas délabré, mais qui s'est
oui, ou le mauvais champ, oui. Donc est-ce que... Bon, on ne sait pas trop pour leur forme, par exemple, parce que là on voit leur forme. Est-ce que s'il y avait un ancien four ici qui a été déplacé après, ou est-ce que ça se réfère à celui-ci qui est là? Et on a vu tout à l'heure, il y avait, j'en ai dû en parler à ce moment-là, mais Parc Neuilly par exemple, hein, Parc Neuilly, alors le nouveau champ, alors est-ce que on voit que par exemple à Auray, à Saint-Goustan, il y a le pont neuf, mais il a été construit au Moyen-Âge par exemple. Donc, à quel moment ça se réfère, quoi, Parc Neuilly? Est-ce que c'est juste avant qu'il y ait cette enquête, ou est-ce que ça fait longtemps? Compliqué. Alors oui, je reviens un peu sur l'histoire des repères, hein, des points de repère. Donc souvent, à multiples reprises, on se réfère aux habitations, quoi, aux agglomérations, si on veut. Par exemple, on a l'exemple ici entre Kerwarn et Trerousse. Il y a deux parcelles ici. Parc Bihan-Kerwarn, donc qui se réfère ici à Kerwarn, alors que Trerousse n'est pas loin ici. Et ici, Prat-Trerousse. Sans doute avec des utilisations des propriétaires, enfin, qui est-ce qui va dans ce champ-là, qui est-ce qui cultive, et donc sans doute des gens qui viennent d'ici, ou de Kerwarn, voilà. Et Tal-Kerwarn, par contre, c'est plus géographique ici. Tal-Kerwarn, bon, à côté de Kerwarn. Alors quelquefois, quand on met les noms sur la carte, à partir de la matrice, on se demande, on se demande où est la source du nom, par exemple. Par exemple, il y a des noms assez composés, comme ça, Prat, Tal, Tiergou. Donc le pré plutôt, près de la maison du maréchal Ferrand, ou du celui qui s'appelle Lurgou, c'est pas trop. Et donc, le pré fait référence à une certaine maison. Alors, le Prat, ici aussi, même chose. Tal, Tiergou, c'est à côté de la maison. Alors, Bihan, bon, c'est la taille du champ. Tal, Tiergou, c'est à côté. Tal, Tiergou, on se rapproche. Et quelquefois, on peut voir l'endroit qui fait référence, quoi, l'endroit qui s'appelle Tiergou. Alors, en l'occurrence, ici, je ne l'ai pas trouvé. Alors, ça peut éventuellement être sur un autre domaine. Par exemple, la paroisse, s'il y a une limite de paroisse, ça peut être de l'autre côté, mais il faudrait aller voir dans le cadastre de Landau, par exemple. Il y a des choses intéressantes qui, dans le cadastre ancien, c'est des différences entre le nom connu de l'agglomération, du village, du hameau, comme Botergolek, qu'on trouve pas exactement comme ça sur les affichages, mais proche de ça, Bodergolek. Et quand on regarde sur les champs à côté, il y a souvent une référence au village, mais qui peut parfois avoir des différences orthographiques qui donnent une certaine indication sur la prononciation locale, ou quelquefois peuvent renseigner sur un nom qui pourrait éventuellement avoir été déformé ou sur lequel on aurait des interrogations dans le nom du village. Ça peut éventuellement donner des indications. Là, c'est juste sans doute une indication de prononciation, Bourg-Gaulek. Et le fait est qu'on entend ça, quand on... Bourg-Gaulek, Bourg-Gaulek, le T ne s'entend plus, disons, la consonne. Voilà, donc ça peut être intéressant, des choses comme ça. Alors, bien entendu, c'est peut-être ça qui m'intéressait le plus au départ, quand j'étais... romantiquement, quand j'avais commencé, c'était le mystère un peu des noms expliqués. Je cherchais, c'était une sorte de nouveau dictionnaire qu'on pouvait ouvrir, où on trouvait des noms, quoi. Alors après, est-ce qu'il y a je ne sais pas trop s'il y a des erreurs dans ces noms-là, parce que moi, personnellement, je ne les connais pas. Par Perrocht, à Préavray, Patrion, il paraît-il que Trion, c'est un nom qu'on trouve dans le dictionnaire, mais peut-être Parc Trion. Il y a un nom, Père Milieu. Alors, Milieu, est-ce que c'est emprunté au français, ou est-ce que c'est d'autres choses? Ce sont d'autres choses, je ne sais pas. Milieu, il faudra avoir aussi des prononciations locales. Mais donc, en tout cas, c'est des pistes qui peuvent être intéressantes, des noms qu'on ne connaît pas. Thouars Marion ici, Thouars Baudec, toujours un peu entre Tréavrec et Monière-Courouez. Alors, tous les noms
trouve pas forcément, actuellement, quand on se balade dans la campagne, beaucoup de ces noms-là ne se voient pas, en fait. C'est une sorte d'iceberg, on voit la partie émergée, et la partie émergée ici, dans ce coin-là, c'est Manière-Crouès. Quand on passe sur la route, on voit le panneau Manière-Crouès. Mais tout cela, on ne les voit pas, effectivement. Et encore un exemple, par Paul McGrain, qu'est-ce que ça recouvre? Alors les frontières, quand je dis question, c'est un peu peut-être large, mais bon, c'est vrai que quand on met les noms sur les parcelles, il y a un obstacle qui est ici, c'est on ne voit pas ce qu'il y a de l'autre côté. Alors on peut le voir bien sûr si on change de section, et si on regarde de l'autre côté, j'ai fait ça d'ailleurs, je vais aller voir de l'autre côté, on voit, tiens, de l'autre côté il y a Manière-Rouette et tout ça. Il y a tout ça de l'autre côté. Mais c'est vrai que quand on ne les voit pas les deux en même temps, au même moment, ça fait une sorte de césure, de coupure qui peut-être complique un peu la compréhension globale de la chose. Alors c'est une frontière qui est un peu artificielle, mais peut-être pas toujours, mais il fallait bien qu'ils découpent d'une certaine façon aussi, leur sous-section, tout ça. Mais du coup ça met des petites barrières. Il y a aussi les frontières entre les communes aussi. Après, il y a des petites questions qui ne sont peut-être pas les plus importantes, mais pourquoi ils ont décidé entre les sous-sections, pourquoi ils ont décidé de mettre juste le grand trait avec là, et que juste à côté de au bord de la maison, là, on passe déjà à une autre section, quoi. Bon, c'est rigolo de demander ça, mais après, je ne sais pas si ça amène à quelque chose. Je regarde l'heure. Alors, il y a des petites choses qui sont peut-être intéressantes au niveau de l'histoire de lieu. Alors, je pose juste les questions, je n'ai pas creusé les affaires, mais c'est des contradictions entre la matrice et la carte. Et là, on s'intéresse aux petites mentions qui sont à côté, que les transcripteurs, que les géomètres ont mis, sur sans doute l'utilisation au moment que ça a été fait. Avec C par exemple, c'est courtile, c'est un jardin près d'une maison. PP, alors j'avais pas d'accent circonflexe, j'arrivais pas à mettre l'accent circonflexe, en fait c'est P, accent circonflexe, c'est une pâture. Donc il y a d'autres T, T c'est la terre, L, une lande, tout ça. Et donc, c'est intéressant de constater que parfois, d'entre la matrice, comme ça, et la carte qu'on trouve dans les archives aussi, il y a des contradictions, qui sont l'indication sans doute d'une évolution. Par exemple ici, parbolane, c'est un T, donc terre, une terre cultivée, et parbolane, comme on voit ici, c'est PP, donc pâture. Laquelle l'utilisation a été première, tout ça, ça pose des questions auxquelles je n'ai pas du tout de réponse. Mais ça montre un peu la trace de l'historicité dans le cadastre. Un autre exemple avec Liors-Klugeneck, au même endroit, j'ai trouvé trois exemples comme ça. Liors-Klugeneck, qui est ici avec T, terre, et courtile. Bon. Après, c'est peut-être aussi des gens qui ont travaillé trop vite aussi, mais... Racker, Racker ici, même chose. L pour lande, et ici Racker, PP, pâture. Bon. Après, voilà. Mais il peut y avoir aussi même chose, que ça peut avoir être des traces d'évolution aussi, c'est Flourenne. Donc Flourenne qui a priori un endroit où on coupe de l'herbe, une prairie humide, et qui ici on trouve avec la mention T, terre cultivée, donc c'est peut-être quelque chose qui a évolué. Voilà. Ici, une contradiction aussi entre parc Juniartu et le P qui signifie plutôt un pré, quoi. Donc parc Juniartu, le champ de blé noir. Voilà, donc tiens, est-ce que quelque chose qui s'appelait, que les gens continuaient à appeler parc Juniartu alors que c'était devenu une pâture? Ou bien est-ce que je sais pas. Et donc forcément quand je faisais ça, et surtout quand je regarde sur quand on fait ce travail de transcription, du copiage du cadastre, il y a des choses qui intéressent aussi, qui attirent l'œil rapidement, c'est des lieux dont le nom contient une information, par exemple un Veinglé, la carrière ou l'endroit où on tire des pierres. Et donc quand on voit ça,
forcément on se demande, tiens, mais est-ce que... Ben, moi je ne connais pas l'histoire de ce lieu, donc peut-être que certains d'entre vous connaissent, mais il y a sans doute quelque chose d'intéressant à tirer de là, ou aller voir sur le lieu et voir des traces peut-être de choses, d'une utilisation ancienne du lieu, quoi. Et donc ça peut être le début d'une ficelle qui peut nous amener à certaines informations, quoi. Par exemple ici, corner vue, le coin du mur. Donc ça peut être intéressant aussi pour retrouver éventuellement des traces ou pour voilà, telle ou telle raison de rechercher sur le terrain des traces, par exemple pour les archéologues ou pour telle ou telle raison, quoi. Donc oui, j'arrive à la conclusion parce que j'ai plus qu'un petit temps. Donc là, c'est quelques petites questions juste sur un petit cadastre, enfin une partie du cadastre, parce que le est beaucoup plus grand, on a une partie du cadastre de Brech, mais sur une grande échelle, imaginons qu'on fasse ça sur une plus grande échelle, ça donne quelques perspectives. Donc une problématique très actuelle, c'est nommer et connaître des lieux de maintenant, parce que quand on s'agit de nommer un endroit, ici on a une source qui permet d'avoir une dénomination beaucoup plus proche de l'histoire, enfin, en fait, des caractéristiques du pays plutôt que des dénominations artificielles. Alors, mieux sentir le pays, même s'il a beaucoup changé avec le roman, ça permet de mieux connaître un peu pour ceux qui y habitent, par exemple, notamment. Alors, recoller les frontières, ça c'est... En soi, ça n'a pas d'intérêt, mais c'est... En recollant les frontières entre les communes, si on regroupe les cadastres, tout ça, il y a certaines informations qui sont un peu parcellaires sur les communes qui peuvent devenir intéressantes si on a l'information complète, quoi, si on regroupe les autres. Alors bien entendu, moi, en tant que intéressé par grandement par la langue, forcément je m'interroge sur tout ce que ça peut nous apporter au niveau du vocabulaire, tout ça, même si, je l'ai dit au début, il y a beaucoup de noms qui sont les mêmes, qu'on retrouve partout. Alors, l'histoire, la géographie, bien sûr, tout ça c'est une source, parmi d'autres, mais qui nous donne des informations. Retrouver des traces éventuellement, ce sur quoi j'avais terminé avec le mur, et bien la carrière, tout ça. Et donc, c'est une question qui va au-delà du breton, parce que ça a été fait sur tout l'espace de l'Empire, le premier empire de l'époque. Et donc, par exemple, pour l'Occitan, en Alsace, pour la Corse, après, ce ne sont peut-être pas tous exactement pareils, mais ça peut aussi, les problématiques sont les mêmes, quoi. Donc il y a un potentiel assez énorme, quoi. Et donc, il y a une sorte de rêve, ce serait de voir le cadastre entier, partout, quoi, avec des noms sur les cartes et accessibles à tous, dans lequel on pourrait, selon les besoins, chercher des informations, quoi. Mais bon, on est très loin de ce rêve-là, finalement, parce que faut déjà transcrire le cadastre, aller le chercher. Alors, soit il est dans les mairies, soit aux archives départementales. Et puis, c'est un travail assez long, même si j'ai trouvé assez intéressant, quoi, parce que... Mais même moi, sur le break, j'ai pas tout mis sur les cartes déjà, quoi. Et après, il y a la technique, des installations techniques aussi, pour que ce soit le plus intéressant. Il ne faut sans doute pas faire comme j'ai fait ici, c'est-à-dire mettre des informations sur une image, parce qu'après, une fois que l'image est faite, on ne peut pas trop l'utiliser, on peut la lire, mais on ne peut pas changer des noms, par exemple, il faudrait tout refaire, ou on ne peut pas faire des recherches de noms, par exemple, CTRL F, ou comme sur un texte. Et bon, ça ouvre quand même pas mal de potentiel sur lequel il fait un peu rêver, quoi. Je vais m'arrêter là, comme ça, pour laisser le temps à quelques questions.